Bonjour, je vous fais ici une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit point lecture. Je vous avais dit que je ne ferais qu'une vidéo par mois pour faire un bilan de mes lectures. Il s'avère que le mois de juin a plutôt bien commencé puisque j'ai lu 4 livres, enfin 3 livres, qui m'ont vraiment marqué et le quatrième fin mai qui m'a un peu moins plu mais dont je vais vous parler un petit peu. Alors le premier livre que j'ai lu, c'était donc fin mai, et c'était Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Ça se passe dans deux époques différentes, en 1859 et en 2014. Donc on suit deux personnages, Sarah et Eden, qui vont vivre un destin pas similaire, mais qui ont un point commun, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Je ne trouve pas que ce soit le point central de cette histoire. J'ai trouvé l'histoire de Sarah beaucoup plus intéressante et développée que celle d'Eden, qui était un peu trop facile pour moi. Donc on va trouver Sarah à l'époque de 1859, donc en Virginie. Ça se passe à New Charleston. Voilà, je ne suis pas très calée, je vous avoue, en histoire des États-Unis, mais le père de Sarah, qui était John Brown, je crois que c'est un homme qui a réellement existé et qui aidait les esclaves à s'enfuir. Donc forcément, il va être condamné en fait par rapport à ça, pour avoir libéré des esclaves. Et ben on va suivre justement Sarah et son histoire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans l'histoire de Sarah, la plume est très très différente que dans celle d'Eden en fait, qui se passe actuellement. J'ai préféré l'histoire de Sarah parce que l'histoire est beaucoup plus intéressante en fait que celle d'Eden, plus profonde, mieux écrite aussi, et on va suivre en fait Sarah qui va un petit peu marcher dans les traces de son père, qui veut aider son père à libérer les esclaves et qui va se servir de ses talents de dessinatrice, on va dire, pour dessiner des cartes pour aider les esclaves à s'enfuir. Et ces cartes vont être un petit peu découvertes, donc elle va utiliser d'autres moyens, je ne vais pas vous dire lesquels, pour dessiner ces cartes. Ensuite, on suit, hop, je vais changer, le destin d'Eden en 2014, qui elle ne peut pas avoir d'enfant. Et quand on suit cette histoire, j'ai trouvé la plume plus légère, donc c'est deux manières différentes d'écrire, c'est intéressant hein, aussi, mais ça m'a beaucoup moins marqué. J'ai trouvé l'histoire un peu facile de cette jeune femme qui se prend un peu la tête avec son mari qui arrive avec un chien et qui dit mais tu penses qu'un chien va remplacer un enfant, mais tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, et puis au final ce chien va prendre beaucoup plus de place que prévu. Mais j'ai vraiment moins accroché à cette histoire, donc j'ai préféré les parties de Sarah à celles d'Eden. Et en fait, Eden va découvrir dans cette maison, qui est une vieille maison, dans sa maison, que cette maison apparemment eh bien, est classée presque monument historique parce que certaines personnes de l'époque de la guerre de sécession, il me semble, ont vécu dans cette maison, et elle va retrouver une petite tête de poupée. Et elle se demande ce que c'est une tête un peu mystérieuse, qui a deux yeux différents, des pommettes un petit peu étranges. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que effectivement le destin de Sarah et d'Eden, enfin les histoires plutôt de Sarah et d'Eden sont très liées. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus parce qu'on en sait assez vite en fait dans le livre, on devine assez vite en fait ce qui va se passer dans le livre, mais c'est quand même très intéressant de suivre ces deux histoires, même si, voilà, je le répète, mais j'ai préféré celle de Sarah. Voilà. Donc le premier livre de juin que j'ai lu est un gros pavé. Enfin non, c'est pas un gros pavé, c'est un pavé, c'est un chef-d'œuvre, c'est un énorme coup de cœur que j'ai depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, et que j'ai voulu relire. C'est L'Assommoir de Zola. Il faut que je vous raconte l'histoire de ce livre. Quand j'étais en première, on nous l'a imposé en fait au lycée, en lecture, et j'étais terrorisée à l'idée de lire ce livre parce que je détestais ça. Je détestais lire, vraiment. C'était vraiment une contrainte, c'était horrible. Au collège, c'est ma mère qui finissait mes bouquins pour m'aider pour mes fiches de lecture. Voilà, c'était vraiment à ce point-là, en fait. Et ce livre n'est pas très gros, il fait allez, 600 pages, même pas 500 pages. Donc pour moi, actuellement, c'est pas énorme, mais à l'époque, c'était horrible. C'était vraiment une corvée de lire ce truc. Et je me suis plongée là-dedans, et tellement plongée dans cette ambiance sombre, grise, froide, saoule, tragique, ça m'a complètement embarquée, et j'avais tanné mon père à l'époque pour qu'il m'emmène rue de la Goutte d'Or, dans ce quartier-là, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Ah, bien entendu, ça ne ressemble absolument pas du tout à la rue de la Goutte d'Or à l'époque de l'Assommoir, mais j'étais fascinée par toutes ces descriptions, j'étais complètement embarquée dans cette histoire et j'ai adoré, et j'étais une des seules de ma classe à avoir adoré. Toutes les autres, ah ça porte bien son nom, l'Assommoir, il m'a assommé, et les autres l'avaient presque même pas fini souvent, et ça les avait gonflés de lire ce livre, alors que moi j'avais été complètement subjuguée par cette plume, j'avais adoré, et je l'ai ressorti en fait
en me disant il faut absolument que je le relise. C'est chose faite. Et j'ai redécouvert ce livre parce que de ce livre, en fait, je me rappelais d'images, de la blanchisserie, de Gervaise, de Lantier. Je savais Lantier, Coupeau, je me rappelais plus du tout de leur histoire, mais j'avais juste des petites bribes comme ça d'histoire. Et en relisant ce livre, j'ai coché quelques passages. Je vais pas vous les lire. En fait, j'en ai coché 3, mais il y en a tellement à cocher enfin, faudrait cocher toutes les pages, retenir toutes les pages et les écrire en lettres d'or au-dessus de son lit. Voilà, parce que c'est très très beau. Il y en a qui n'aiment pas trop Zola parce que c'est sombre, parce qu'il y a des descriptions trop longues. Lisez Les Chouans de Balzac. Vous allez comprendre ce que c'est que des descriptions trop longues. Voilà. Donc l'Assommoir, c'est pas trop long, parce que, enfin, c'est long parce qu'il faut ça pour vraiment s'imprégner de l'histoire, qui est en fait donc l'histoire de Gervaise. La première phrase, comme l'avait dit Pino Papel en compagnie de Lemon June dans une de ses vidéos, c'est Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2h du matin. Il me semble, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Voilà, Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2h du matin. Pour moi, la première phrase d'un bouquin, c'est la phrase la plus importante du livre. On me l'avait raconté, on me l'avait dit en fait qu'il fallait vraiment prêter attention à la première phrase. Et cette phrase-là, elle résume tout. On a Gervaise, on a Lantier et ces deux personnages. Bon, Gervaise bien sûr va prendre un petit peu une part très importante dans le livre, c'est normal. Et Lantier aussi. Lantier on l'abandonne au début du livre parce qu'il quitte Gervaise, mais il va revenir. Et cette attente de Gervaise continue qu'elle a vis-à-vis de Lantier, puis vis-à-vis de Coupeau, puis l'inquiétude qu'elle va avoir avec ses enfants, toutes les catastrophes qu'elle va vivre, c'est vraiment, cette première phrase est juste parfaite. Ça nous plonge totalement dans l'univers. C'est une phrase simple, mais voilà, j'en parle beaucoup de cette phrase, mais elle est très importante vraiment. Donc Gervaise, en fait, va vivre une lente et très longue descente aux enfers dans cette espèce de gueule ouverte de l'Assommoir, qui est en fait l'Assommoir du Père Colombe, qui est un bar, mais c'est pas un bar à l'époque, c'est une espèce de bar, d'usine à viande soule. C'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu comme ça. Voilà, pour vraiment que vous rendiez compte, je tremble un petit peu parce que ça me touche beaucoup en fait, que c'est un livre qui est tragique, qui est dramatique, qui est superbe, qui est triste, qui est gris, ce que je vous disais, qui est saoul en fait, et qui nous embarque. C'est vraiment trop beau, j'ai même plus les mots en fait, tellement c'est beau. Donc voilà, je crois que ça a été assez contredit à l'époque parce que c'était un langage très cru. Donc on retrouve du vieux français, de l'argot, tout ça. Donc à la fin de mon édition, il y a un tout petit dictionnaire, un petit lexique en fait de certains mots qu'on pourrait ne pas comprendre. Voilà. La pointe, être poivre, donc c'est être complètement ivre, renifler, c'est reculer, relicher, c'est embrasser, le rikiki, c'est l'eau de vie de qualité inférieure. Voilà. Donc il y a plein de mots comme ça dont on n'a pas forcément la signification dès la première lecture, qu'on connaît peut-être, mais peut-être sous un autre sens. Et là, voilà, Zola nous explique un petit peu le sens de ces mots. Le personnage principal, c'est quand même l'Assommoir, c'est quand même l'eau de vie en fait, qui va diriger toute cette ville et toute la vie de Gervaise, qui espère, avec Coupeau, avoir trouvé un homme qui n'était pas saoul, qui ne boit pas, qui est sérieux, qui est travailleur, qui est zingueur. Il est zingueur? Oui, il est zingueur. Contrairement à Lantier qui buvait, qui la frappait, qui était insupportable, odieux avec elle. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte que Coupeau va malheureusement céder sous cette espèce de pression constante de l'Assommoir qui l'appelle à lui et qui va l'emmener là-dedans, dans ce cercle infernal de l'alcool et de l'eau de vie. Et Gervaise, malheureusement, va y céder aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de tragique, de lent et de long et de triste. Et jusqu'à la fin où, malheureusement, je vous spoil pas, mais Gervaise va pas connaître un destin très heureux. Voilà, donc ça m'a bouleversée, ça restera un coup de cœur, c'est un livre qui va me suivre toute ma vie. Je pense que je le relirai peut-être une troisième fois dans quelques années parce que c'est un livre dont je veux vraiment me rappeler. Et je vous le conseille, mais 10 000 fois. Si vous connaissez Zola, vous savez dont je parle. Si vous ne connaissez pas Zola, vous pouvez commencer par celui-là. Vous pouvez commencer par Au bonheur des dames, qui est un peu plus gai, je crois, qui est un des seuls peut-être à se finir bien dans la série des Rougon-Macquart, qui est très beau, qui est pareil très bien écrit, oui, qui est un petit peu plus léger. Bon, alors c'est du Zola, hein, donc léger. Chez Zola, c'est pas la légèreté qu'on peut avoir chez certains romans contemporains, mais voilà, c'est tellement beau que lisez-le, voilà, absolument. Ensuite, j'ai lu assez rapidement
Sommeil de Haruki Murakami, qui est le premier livre de cet auteur-là. Je suis grande fan de la culture japonaise, mais j'avais jamais lu de livre de cet auteur. C'est un tout petit livre, il fait moins de 100 pages, il est trop trop beau, je sais pas si on voit là, mais il est un petit peu en relief, il est trop bien, et il est illustré. Donc il y a certaines illustrations ici qu'on voit. Ici, c'est écrit assez gros, et ça se lit super bien. Voilà, les illustrations sont très très belles. Donc c'est l'histoire d'une femme qui ne dort plus depuis 17 nuits et qui va redécouvrir une vie différente de ce qu'elle vit enfin, quand il fait jour en fait. Et ça va être vraiment un moment personnel à elle qu'elle va déguster en justement dévorant les livres de Tolstoï, notamment Anna Karénine, qu'elle va lire et relire et relire. Et elle trouve dans ces 17 nuits de non-sommeil qu'elle peut vivre comme elle veut, personne ne la voit, personne ne sait, son mari et son fils ne savent pas qu'elle ne dort pas, donc elle n'en a parlé à personne, et c'est vraiment son moment à elle. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie de faire, donc elle se prend un petit verre, elle prend un bouquin, et puis elle lit, et je trouvais ça génial. C'était très bien écrit, alors c'est marrant parce qu'on ne sait pas son prénom, on ne sait rien presque sur elle, à part qu'elle ne dort pas, on ne sait rien de son mari, rien de son fils, ou presque pas, et voilà, c'est vraiment assez intime et très proche en fait, j'ai l'impression, comme écriture. Alors je ne sais pas du tout si les autres de Murakami sont comme ça, mais celui-là m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Il y en a un deuxième dans ce format-là qui est Les attaques de la boulangerie, je crois, et que je pense lire très prochainement parce que j'ai beaucoup aimé cette édition et cette histoire, et je pense que Les attaques de la boulangerie, c'est deux petites nouvelles, très courtes aussi et un petit peu dans le même registre. Donc je pense le lire aussi assez rapidement. J'ai envie de lire d'autres Murakami. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu d'autres. Accessibles, je sais que Kafka sur le rivage, tout le monde en fait des éloges, mais il est tellement énorme. Ne connaissant pas assez la plume de Kafka, j'ai un peu peur de me lancer de Kafka, de Murakami, j'ai un peu peur de me lancer là-dedans. Mais peut-être une autre histoire qui vous viendrait comme ça. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé avant-hier Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, que j'ai beaucoup marqué. Il y a tous les petits scotch ici, plutôt au début. Parce qu'en fait, c'est une édition augmentée. Donc, il y a l'histoire qui fait 300 pages à peu près. Ensuite, il y a une espèce de reportage sur l'auteur et l'histoire qu'il a écrite. Et à la toute fin, l'histoire originale Des fleurs pour Algernon, qui fait, allez, 5 pages. Même pas, hein. Voilà. Toute petite. Donc ça, c'est une édition augmentée de l'histoire originale. Donc Algernon est une petite souris de laboratoire sur laquelle on va faire un traitement particulier qui va la rendre plus intelligente. Ça marche, elle est plus intelligente, quand on la met dans un labyrinthe, elle est capable de se repérer, de sortir, comme ça, c'est absolument phénoménal. On va décider de tester cette méthode sur un être humain, qui va être Charlie Gordon, qui a 32 ans. Alors dans l'histoire, je crois, l'histoire originale, il a 35 ans ou 36 ans, et dans l'histoire, la version augmentée, voilà, il est 37 ans dans l'histoire originale et 32 ans dans l'histoire réécrite en fait. Donc il est un petit peu, j'aime pas ce mot, il est attardé un petit peu, il le sait, il n'est pas intelligent, comme il dit et plus loin, intelligent. Donc en fait au début, c'est sous forme de compte-rendu pendant tout le livre, et au début il écrit avec ses mots, avec son vocabulaire, et c'est donc bourré de fautes bien sûr, je ne sais pas si on va pouvoir le lire, enfin le voir. Voilà, ne serait-ce que compte rendu, vous pouvez voir que c'est très mal écrit. Enfin, c'est plein de fautes parce que ce pauvre homme ne sait pas bien écrire, il n'a pas beaucoup de connaissances en matière d'orthographe ni de grammaire. Donc c'est avec ses mots à lui. Donc on va lui demander chaque jour, ou presque, d'écrire un compte rendu sur les faits qu'il vit, sur ce qu'il vit, avant l'opération et après l'opération. Et au fur et à mesure du livre, eh bien, son vocabulaire change. Donc on sent que l'opération a réussi. Donc au début du livre, on a cette image d'un personnage qui parlerait comme ça, qui articule peut-être un peu, voilà, qui parlerait comme ça, et puis au fur et à mesure, il parle un langage tout à fait correct. Ça me fait penser, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu les Gremlins 2, quand... c'est bizarre comme image du Gremlins, vous savez, qui sont complètement comme ça, et puis d'un seul coup, oui, alors vous voyez, tout à fait. Vous savez, il a une blouse, et puis il commence à faire un cours de science dans une salle, et il parle comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec la nature propre du Gremlins. Et là, du coup, on trouve un petit peu. Ça me fait un petit peu penser à ça, en fait, quand il parle très très bien. Il développe un langage, il apprend plein de langues, il découvre énormément de choses sur l'histoire
de l'humanité, sur plein de choses, et il devient très très intelligent. Tellement intelligent qu'il va dépasser tous les médecins et scientifiques qui lui ont fait faire un traitement pour le rendre plus intelligent. Et, euh, et au début du livre, il dit voilà, j'espère être intelligent pour avoir plus d'amis. Parce que bah, il se moque de moi, parce que je suis pas intelligent, et j'espère que quand je vais être intelligent, j'aurai des amis. Et en fait, plus il est intelligent et moins il a d'amis, parce qu'il devient tellement intelligent que les gens le dénigrent et lui disent ouais, mais attends, c'est bon, arrête d'étaler ta science là, voilà. Donc voilà, il est là et c'est tellement touchant, c'est très très beau comme histoire. J'ai coché plein de passages parce que c'est très bien écrit et c'est à la première personne et on se sent vraiment proche de Charlie. On a mal pour lui parce que il essaie de rentrer en contact avec ce médecin, Alice. Euh, il se prend d'amitié et d'amour pour elle, tandis qu'elle le rejette au début parce que bah, tu sais, Charlie, t'es un petit peu simple, ça peut pas se passer. Et puis après, oh, tu sais, Charlie, t'es trop intelligent pour moi, ça va pas. Alors le pauvre, il sait plus où donner de la tête. Enfin, il a une intelligence, il a un QI de je sais pas, 120, 130, mais avec des réactions d'enfant. Parce que voilà, il s'adapte mal au final à cette intelligence si soudaine. Voilà, il sait pas trop comment s'en sortir. La fin est très belle et très triste. C'est vraiment un roman superbe qui se lit très vite, je vous le conseille vraiment. Voilà. Alors, et ben c'est tout. Voilà. Bon, donc je vais m'arrêter là. Je n'avais pas du tout prévu. En fait, je prépare rien quand je fais mes vidéos, c'est un petit peu improvisé. Voilà, donc j'ai lu 3 livres au mois de juin. Je suis en train de lire Le Monde d'hier de Stefan Zweig, qui est passionnant. J'ai lu 50 pages, je crois que j'ai déjà mis 7 post-it pour marquer les pages, pour vous dire à quel point j'ai envie d'apprendre toutes ces phrases qui sont superbes. Stefan Zweig, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec Marie-Antoinette, en fait que j'avais découvert avec Le Joueur d'échecs en terminale, qui m'avait pas spécialement marqué, mais avec Marie-Antoinette, qui m'avait bouleversée. Et là en fait, donc il raconte, c'est un petit peu sa biographie, il raconte l'histoire de l'Europe, notamment de l'Autriche et de Vienne, entre 1894 et 1940. Donc lui il meurt je crois en 42 ou 43, il s'est suicidé, et en fait ce livre-là il l'a envoyé à son éditeur 2 jours, je crois, avant qu'il décide de se suicider. Donc ça rend le livre encore plus poignant. Et c'est très beau. Et on apprend que Vienne était une capitale culturelle incroyable. Voilà, j'en suis là et j'ai tellement hâte de lire la suite. Voilà, donc je vous ferai sûrement un bilan lecture à la fin du mois avec Le Monde d'hier et sûrement d'autres livres. Je vous dis à très bientôt. Salut! Alors, c'est encore moi. Je vous fais un petit bonus parce que j'ai quand même envie de vous lire certaines lignes des bouquins que j'ai cochés. Donc, je vais commencer par Des fleurs pour Algernon. Voilà, c'était pas prévu, mais j'ai envie que vous partagiez un petit peu certaines phrases. Donc là, en fait, c'est dans Les fleurs pour Algernon, un docteur qui parle à Charlie et qui va lui expliquer qu'il va devenir intelligent. Et qui lui dit plus tu deviendras intelligent, plus tu auras de problèmes, Charlie. Ta croissance mentale va dépasser ta croissance émotionnelle. Et je crois qu'à mesure que tu progresseras, tu voudras découvrir beaucoup de choses dont tu voudras me parler. Et c'est vrai, parce qu'il va découvrir énormément de choses sur la vie, sur l'histoire, sur les langues, sur plein de choses. Et effectivement, bah, sa croissance mentale va dépasser sa croissance émotionnelle. Un autre passage. Alors, un autre passage. Vous pouvez zapper hein, si ça vous ennuie, mais voilà, moi je le fais quand même. Donc, hop. Nanana. Voilà, après il se rappelle de ses rêves, il se rappelle de ses parents, des souvenirs qu'il avait complètement effacés de sa mémoire, il ne se rappelait absolument pas de ses parents, et au fur et à mesure il va rêver de ses parents, de sa sœur, il va se rappeler avec énormément de détails de ces 2 histoires-là. Voilà, je vais y arriver, il parle d'Adam et Ève, c'est pas ça, nanana. Ouh là 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 là, j'aurais dû préparer ça. Ce qui est étrange dans l'acquisition du savoir, c'est que plus j'avance, plus je me rends compte que je ne savais même pas que ce que je ne savais pas existait. Attends, je la relis. Ce qui est étrange dans l'acquisition du savoir, c'est que plus j'avance, plus je me rends compte que je ne savais même pas que ce que je ne savais pas existait. Elle est trop belle cette phrase. Voilà. Ensuite, voilà, il dit la conclusion de Némur. Donc Némur, c'est un des professeurs qui lui a fait faire l'expérience. Les conclusions de Némur étaient donc prématurées, car aussi bien pour Algernon que pour moi, il faudrait davantage de temps pour savoir si la modification persisterait. Les professeurs avaient fait une erreur, et personne ne s'en était aperçu. Je voulais me dresser et le leur dire, mais je ne pouvais pas bouger. Comme Algernon, je me trouvais enfermée derrière le grillage de la cage qu'ils avaient construite autour de moi.
C'est trop beau, voilà. Lisez-le, lisez-le. Ensuite, bon quand même parce que c'est l'Assommoir, hein, donc je suis obligée de vous parler un petit peu de l'Assommoir. Des petits passages que j'avais cochés. Alors, le premier, ça se passe en fait quand Lantier revient et se prend d'amitié pour Coupeau. Alors ça c'est trop drôle parce que l'ex de Gervaise avec le mari actuel de Gervaise s'adorent. Et la pauvre Gervaise est entre les deux et elle vit cette histoire absolument horrible. Donc elle dit, enfin Zola dit, entre ces deux messieurs, Gervaise ne riait pas tous les jours. Elle n'avait pas à se plaindre de sa santé, Dieu merci. Elle devenait aussi très grasse. Mais deux hommes sur le dos à soigner et à contenter, ça dépassait ses forces souvent. Ah, Dieu de Dieu, un seul mari vous esquinte déjà assez le tempérament. Voilà. Et il dit après, oui, Coupeau et Lantier l'usaient, c'était le mot. Il la brûlait par les deux bouts, comme on dit de la chandelle. Voilà, c'est la pauvre Gervaise. Ensuite, un autre petit passage, allez, pour le plaisir. Non, ça c'est pas très intéressant. C'est intéressant, mais voilà, ça va pas vous marquer. Alors là, c'est Gervaise qui malheureusement est entraînée elle aussi dans l'Assommoir et dans l'eau de vie en fait, qui va se noyer un petit peu dans l'eau de vie. Et Zola dit au deuxième vers, Gervaise ne sentit plus la faim qui la tourmentait. Maintenant, elle était raccommodée avec Coupeau. Elle ne lui en voulait plus de son manque de parole. Ils iraient au cirque une autre fois. Ce n'était pas si drôle des faiseurs de tours qui galopaient sur des chevaux. Il ne pleuvait pas chez le père Colombe. Et si la paille fondait dans le fil en quatre, on se la mettait sur le torse au moins, on la buvait, limpide et luisante comme du bel or liquide. Ah, elle envoyait joliment flûter le monde. La vie ne lui offrait pas tant de plaisir. D'ailleurs, ça lui semblait une consolation d'être de moitié dans le nettoyage de la monnaie. Puisqu'elle était bien, pourquoi donc ne serait-elle pas restée? On pouvait tirer le canon, elle n'aimait plus bouger quand elle avait fait son tas. Elle mijotait, dans une bonne chaleur, son corsage collé à son dos, envahi d'un bien-être qui lui engourdissait les membres. Elle rigolait toute seule, les coudes sur la table, les yeux perdus, très amusée par deux clients, un gros mastoc et un nabot à une table voisine, en train de s'embrasser comme du pain tant ils étaient gris. Oui, elle riait à l'Assommoir, à la pleine lune du père Colombe, une vraie vessie de Saint-Doux, aux consommateurs fumant leur brûle-gueule, criant et crachant, aux grandes flammes du gaz qui allumaient les glaces et les bouteilles de liqueur. No comment. Et enfin, je voulais quand même vous parler du Monde d'hier. J'ai une belle édition, c'est l'édition Belfond. Et donc, vous voyez tout ce que j'ai coché. Je veux surtout vous lire une phrase du tout début, en fait, du passage qui s'appelle « Le monde de la sécurité ». Et il dit, ça c'est trop beau, en fait, il est triste de la déchéance de cet empire, en fait, mais il est optimiste malgré tout, et il nous dit « Malgré tout ce qui chaque jour me hurle aux oreilles, malgré tout ce que moi-même et d'innombrables compagnons d'infortune avons souffert d'humiliation et d'épreuves, il ne m'est pas possible de renier tout à fait la foi de ma jeunesse en un nouveau redressement malgré tout, malgré tout. Même de l'abîme de terreur où nous allons aujourd'hui à tâtons, à demi aveugles, l'âme bouleversée et brisée, je ne cesse de relever les yeux vers ces anciennes constellations qui resplendissent sur ma jeunesse et me consolent avec la confiance héritée de mes pères qu'un jour cette rechute ne paraîtra qu'un intervalle dans le rythme éternel d'une irrésistible progression. Stéphane, je t'aime. Voilà, il y a d'autres passages comme ça que je peux vous lire. Mais en fait, je vais peut-être les garder pour moi. Lisez-le, il est trop beau. Bonne journée.